d'abord, quel constat peut-on dresser sur les marchés à la fin de ce mois de mai qui aura été un mois de reprise pour les actifs risqués après le creux du mois d'avril? On en parle avec John Plassard qui est en visioconférence avec nous, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être là. Je décrivais cette image de calme quand même sur les marchés avec des indices de volatilité alors qui ont baissé sur le marché obligataire, qui ont renoué avec des plus bas sur le marché action. Est-ce qu'on est dans un état de marché où le moindre grain de sable pourrait venir provoquer des conséquences négatives importantes, John? Écoutez, Grégoire, on n'a pas vraiment l'impression. Vous savez, si on regarde la progression des marchés depuis novembre dernier, on voit, qu'on le veuille ou non, qu'on est dans un scénario boucle d'or avec une croissance économique américaine qui reste assez efficiente vers les 2% et qui, potentiellement, sur les premières prévisions sur le deuxième trimestre, devrait être proche de 3%, donc une réaccélération de la croissance aux États-Unis. Si on parle de croissance en Europe, on voit les PMI, notamment sur l'Allemagne, qui est quand même la première économie européenne, qui sont en train de redémarrer. Et puis, on a l'inflation qui baisse. Alors, on sait, vous savez, on a déjà assez parlé ensemble, Grégoire, ce qu'on appelle le dernier kilomètre ou le dernier miles, où on sait que c'est beaucoup plus difficile de passer de 8%, c'est beaucoup plus facile, de passer d'une inflation de 8% à 3% que de 3% à 2%. Puis, on est dans cette phase-là, donc pas s'attendre à une baisse dramatique de l'inflation, mais elle est en train de baisser. D'un autre côté, on a eu la publication des résultats des entreprises, notamment aux États-Unis, qui étaient au-dessus des attentes. Vous savez qu'à chaque fois, on a le même discours à chaque trimestre de se dire c'est quand même les grandes capitalisations boursières américaines et notamment qui font référence à l'intelligence artificielle qui ont tiré la cote. Donc Nvidia, est-ce que ça va décevoir? Et vous avez vu les résultats qui ont été publiés la semaine passée, ils étaient dans le sens littéral du terme extraordinaire. Donc on voit ici que même si on a des petits grains de sable monétaires, je dirais, ou économiques, parce qu'on a une ou deux entreprises américaines notamment, et même européennes, qui ont déçu, on voit que la tendance est toujours à la hausse. Maintenant, bien évidemment, lorsqu'on parle du fameux Black Swan, le cygne noir, déjà normalement on ne l'avertit pas, il arrive immédiatement, on ne sait pas lequel c'est. En l'occurrence, on peut parler de Taïwan, plus personne n'en parle, bien évidemment, mais on sait qu'il y a aujourd'hui et durant le week-end dernier, il y a des tensions militaires autour de Taïwan et au-dessus de Taïwan chinoises qui sont assez historiques, je dirais. Donc on pourrait potentiellement avoir quelque chose là. Et puis, vous savez, maîtriser l'aspect géopolitique de ce qui est, ou modéliser de ce qui se passe au Proche-Orient et en Ukraine est absolument impossible. Donc je dirais que pour l'instant, oui, tout va bien. C'est une année d'élection présidentielle américaine. Mais, vous savez, si on prend la moyenne des élections présidentielles, c'est souvent en été où on a un petit creux, puis après ça repart. Donc, il ne faut pas... on pourrait s'attendre à quand même une baisse de 5 à 10% sur les marchés avant que ça reparte. Bon, on verra. En tout cas, c'est vrai que ceux qui regardent de manière précise et technique, notamment la structure de la volatilité du marché action américain, on regarde la courbe du VIX, les anticipations qu'on peut regarder à travers ces produits dérivés sur les marchés. Il y a visiblement un moment de rendez-vous autour du quatrième trimestre, comme par hasard de cette année, où on peut anticiper un retour de volatilité à un certain stade, effectivement, le quatrième trimestre, englobant bien sûr la date du 5 novembre et de l'élection présidentielle américaine. Côté européen, John, je crois qu'il n'y a plus aucun doute sur le fait que le 6 juin prochain, alors, sera une date symbolique forte à de nombreux égards pour l'Europe, bien sûr, mais pour la Banque Centrale Européenne, qui va s'affranchir d'une certaine manière du joug de la Fed en initiant la première son cycle de recalibration de sa politique monétaire. Je ne dirais pas d'assouplissement, John, puisque toute la question est de savoir que se passera-t-il au-delà du 6 juin et quel va être le discours de la Banque Centrale Européenne pour accompagner cette première baisse de taux. Oui, tout à fait. Et ce que je pense qu'il faut noter ici, c'est que vous avez dit ce recalibrage. Ce n'est pas un assouplissement, parce que 25 points de base, c'est plutôt un recalibrage. Mais c'est peut-être l'annonce la plus lisible qu'on a eue dans un mouvement de taux
de la part de Christine Lagarde depuis qu'elle a pris ses fonctions. Parce qu'on sait qu'à chaque fois, elle a surpris en ne faisant rien, entre guillemets, c'est-à-dire en suivant le consensus. Mais là, elle va baisser ses taux. La Banque Centrale Européenne va baisser ses taux. On l'a vu, il y a deux raisons à cela. Même si ce n'est pas dans leur mandat, c'est de relancer l'économie. Et de deux, évidemment, c'est la première des choses, c'est une inflation qui baisse plus rapidement qu'aux États-Unis. Alors évidemment, la question, c'est de savoir, et c'est ce qui me dérange, moi, c'est de savoir ce qu'on va faire après, parce que potentiellement, alors le consensus parie sur une baisse la semaine prochaine et sur une baisse en juin, donc 2 baisses de taux cette année. Mais vous savez, si la Réserve fédérale américaine ne fait rien cette année, c'est-à-dire le fameux no lending, qu'il ne faut pas exclure, eh bien, on voit mal la Banque centrale européenne faire cavalier seul en baissant ses taux d'intérêt à 3 reprises, voire à 4 reprises, comme l'attendent certains économistes. Et surtout... Que la BCE puisse initier la première, les baisses de taux, c'est une chose. Qu'elle puisse mener à terme un cycle complet de recalibration, de neutralisation de sa politique monétaire si la Fed était amenée à ne rien faire, ce serait beaucoup plus compliqué. Oui, c'est très compliqué, surtout qu'on a vu qu'il y avait plusieurs implications, qu'elles soient sur le marché obligataire souverain, que ce soit sur l'euro, etc., et d'autres aussi. Et surtout que les banquiers centraux nous ont rappelé, ça n'étonnera personne, qu'ils sont data dependent, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de voir les statistiques pour déterminer, ce qui, moi, me paraît assez fou, parce que une statistique, une seule, peut changer votre fusil d'épaule concernant le prochain mouvement. Alors, ce qui ne devrait pas être le cas pour les banquiers centraux, pour les économistes, oui, mais pas pour les banquiers centraux. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on est dans une situation où, effectivement, on voit mal, par rapport à l'histoire récente de la Banque centrale européenne, faire, comme vous le dites, Grégoire, eh bien, ce mouvement de recalibrage violent, c'est-à-dire plus de 3 baisses de taux, voire plus de 2 baisses de taux, sans que les voisins américains accompagnent ce cycle. Et on n'y est pas encore, pas du tout. Et vous l'aviez dit en préambule, eh bien, les données qu'on aura sur le PCE, l'inflation américaine, ce vendredi, et évidemment européenne, mais ce vendredi seront cruciales pour la Fed, bien évidemment, mais aussi pour la Banque centrale européenne. On a compris du côté de la Fed qu'il y a quelque chose d'assez, Jérôme Powell veut voir quelque chose d'assez symétrique sur l'inflation. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 mois de déception en début d'année. Il aimerait bien avoir 3 mois équivalents de bonnes surprises à nouveau sur le front de l'inflation pour être certain qu'une première baisse de taux et quelques autres peut-être du côté de la Fed ne soient pas des erreurs. Donc c'est vrai que ça reporte encore un petit peu sans doute le calendrier au-delà de l'été même, sans doute a priori. C'est ce que les marchés anticipent aujourd'hui, John. Tout à fait, vous savez, et on avait fait une émission il y a près de 2 ans ensemble, Grégoire, où on parlait de l'implication de Paul Volcker dans les années 80, qui était le président de la Réserve fédérale américaine, qui avait baissé, alors les circonstances étaient totalement différentes, mais il avait d'abord baissé ses taux parce que l'inflation baissait, et puis la même année, en 1980, l'inflation était remontée, donc il avait dû monter les taux dramatiquement, et il avait combattu l'inflation, mais vous aviez eu 4 millions d'Américains qui étaient devenus sans emploi, qui n'avaient plus aucun emploi. Et il faut rappeler ici une chose, c'est que Paul Volcker est vraiment le mentor de Jérôme Powell. C'est-à-dire qu'il comprend exactement l'erreur, entre guillemets, il ne l'appelle pas comme ça, mais l'erreur qu'a pu faire Paul Volcker en baissant trop tôt ses taux. Et il le répète continuellement depuis Jackson Hole il y a 2 ans, et c'est pour ça que je pense une nouvelle fois, à chaque fois on oublie un peu Jackson Hole, vous savez, qui a lieu fin août, et à chaque fois on se dit que on n'aura pas de scoop, entre guillemets, mais moi je pense que le rendez-vous de cette année, c'est Jackson Hole en fin août, où Jérôme Powell, là, tiendra un discours clair et net sur l'état de l'économie américaine et donc de l'inflation et le fait de savoir si la Fed a gagné le combat, voire la guerre contre l'inflation.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre du message envoyé par le compartiment des matières premières, John? Et c'est vrai qu'on parle de matières premières qui s'animent de plus en plus. Alors, du côté des métaux précieux, il n'y a aucun doute. L'or, l'argent sont sur des trajectoires haussières très porteuses. On parle beaucoup du cuivre également, avec sans doute aussi des facteurs techniques, de squeeze, etc. Et puis, il reste quand même aussi le pétrole. Enfin, je veux dire, je considère toujours que le pétrole peut être un indicateur où là, on voit quand même des variations beaucoup moins fortes et un pétrole qui, globalement, malgré tout ce qui se passe, reste à peu près stable autour des $80. Quels sont les messages, les enseignements que vous retirez de cette classe d'actifs des matières premières, John? Alors, vous l'avez dit, d'abord, la première des choses, c'est que chaque classe d'actifs a une souche d'augmentation différente. Si on prend le nickel, c'est ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie, les tensions en Nouvelle-Calédonie. Et puis, on peut parler de chaque métaux. Mais ce que je dirais plus globalement, c'est qu'on a très certainement ici un message qui nous est donné et qu'on n'arrive pas à calibrer, et toute la presse ne veut pas mettre ça en avant, c'est qu'on a une demande chinoise qui est en train de se reconstituer. Alors vous allez me dire, la croissance chinoise est en décélération, on est quand même à 5% d'une manière officielle, mais il faut savoir que les stocks en Chine, notamment de cuivre, il faut quand même rappeler que le cuivre c'est 50% de la consommation mondiale, c'est la Chine, donc il l'utilise pour les câblages, l'électronique, etc. Eh bien, la Chine est en train de reconstituer ses stocks et est en train de mettre en place, le gouvernement chinois est en train de mettre en place des nouvelles structures et des nouvelles réformes, notamment sur tout ce qui est les routes et les bâtiments, malgré le fait que le prix de l'immobilier baisse. Mais on sait que le ciment, par exemple, c'est 60% de la consommation mondiale, c'est la Chine. Il l'utilise pour les routes, mais aussi bien évidemment les bâtiments, et qu'on est potentiellement à l'orée d'un redémarrage de la Chine qui tirerait la demande finale de beaucoup de matières premières. Et ça, c'est très important. Vous avez parlé du prix de l'énergie. Évidemment, c'est la question clé parce que la Chine, c'est le premier consommateur mondial de pétrole. Eh bien, on a l'impression que pour l'instant, il reste compressé pour des facteurs techniques aussi, et notamment, vous avez vu la semaine passée l'annonce de Joe Biden de libérer une certaine partie des réserves mondiales, des réserves aux États-Unis pour contenir les prix à la pompe aux États-Unis pour le début de la driving season qui a commencé aujourd'hui aux États-Unis, et avant, bien évidemment, les vacances qui commencent fin juin aux États-Unis. Et ça, c'est d'une manière assez politique, mais on sait que ça ne dure pas normalement. Donc, je pense que si la logique sur les matières premières se précise, le prix du baril devrait repartir à la hausse. En tout cas, effectivement, ce complexe matières premières montre une dynamique de plus en plus positive aujourd'hui, que ce soit les métaux ou les métaux précieux en l'occurrence également. Merci beaucoup, John. John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau, qui était avec nous en visioconférence pour démarrer cette semaine sur les marchés.